Christophe Barbier, bonjour. Bonjour Hélène. Alors avant que l'on évoque cette grande comédienne qui était Rachel, quelques mots sur la disparition de Claude Brasseur. Ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver, il avait 84 ans, malade depuis un certain temps. Et Claude Brasseur, bien sûr, c'est 90 films. Les plus jeunes connaîtront Camping. Les un peu moins jeunes se souviendront de La Boum. Les plus anciens penseront au Caporal épinglé de 1960. Beaucoup de films, tous les genres, de la comédie, du polar. Donc un comédien qui s'inscrivait dans une lignée. Pierre, son père, était comédien. Son fils, Alexandre, est aussi comédien. Donc on est dans la lignée des Brasseurs. Côté théâtre, on retiendra plusieurs choses. D'abord, sans doute, son Sganarelle dans Le Don Juan, porté à l'écran par Marcel Bluval avec Michel Piccoli, disparu il y a quelques mois, qui jouait le rôle de Don Juan. Mais moi, je me souviens de l'avoir vu jouer Georges Dandin avec Zabou, qui lui donnait la réplique. C'était une mise en scène de Roger Planchon. Mais également, il a été le créateur du formidable Souper de Jean-Claude Briseville. Il jouait Fouché. Il a joué d'ailleurs de Napoléon peu de temps après dans la dernière salve du même Briseville. Et puis, il y avait quelques années encore, au Théâtre Montparnasse, incarné Clémenceau dans La Colère du Tigre, un dialogue entre Clémenceau et Monet. Donc c'était un comédien de planche, c'était un comédien d'écran, un comédien de petit écran aussi, de télévision. Bien sûr, on se souvient de Vidocq, la grande série télévisée. Donc c'est quelqu'un qui était extrêmement familier aux Français. Et je pense que beaucoup de Français aujourd'hui auront de la peine parce qu'ils ont tous un petit souvenir de spectateurs ou de téléspectateurs avec Claude Brasseur. C'est ça, on a tous quelque chose en nous de Claude Brasseur. Merci Christophe Barbier pour cette magnifique et brillante improvisation autour de Claude Brasseur. Alors cette année, en 2021, le 21 février très exactement, on va célébrer le 200e anniversaire de la naissance de Rachel. C'était une immense tragédienne, aujourd'hui bien oubliée. Pourquoi sa mémoire mérite-t-elle d'être célébrée, Christophe ? Eh bien Hélène, parce que sa vie est exceptionnelle, tout autant que l'est d'ailleurs l'artiste et son talent. Elisabeth Rachel Félix, de son nom complet, a été célèbre à 17 ans. Et elle était morte à 37 ans. Elle est devenue un mythe tant elle fut hors norme. Ce qu'elle a vécu, en fait, c'est la tragédie de la tragédienne. Tragédienne sur scène, tragédienne dans la vie. La plus terrible et fabuleuse épopée de théâtre que l'on puisse connaître au 19e siècle. Un peu comme Adrienne le Couvreur incarna ce destin tragique au 18e siècle. Rachel est née en Suisse, elle a grandi en Alsace. À 6 ans, son père, sa famille était pauvre, lui fait chanter dans les auberges ou même dans la rue des chansons populaires ou des couplets à boire. Avec sa sœur, sa compagne la guitare. Elle gagne ainsi de quoi vivre et de faire vivre cette famille Félix, famille nombreuse où Elisabeth vaque aussi aux tâches ménagères en déchiffrant comme elle peut les classiques de la littérature. Car sans réelle éducation, elle ne saura jamais vraiment lire avec facilité. Elle apprenait ses rôles à l'oreille, quelqu'un lui lisait, elle les retenait. Arrivée à Paris, encore adolescente, elle prend quelques leçons. Elle va de mauvaises pièces en petits spectacles de déclamation. Elle choisit son pseudonyme, Rachel, pour se produire au théâtre du Gymnase, mais ses débuts modestes suffisent à la faire remarquer par Samson, l'un des plus fameux sociétaires de la comédie française de l'époque, qui devient son mentor. C'est un peu, si vous voulez, comme si on vivait Pygmalion au Palais Royal. Rachel peut enfin dire adieu au directeur de théâtre qui la traite facilement de juive. L'antisémitisme est très répandu. Quand il n'exige pas, ces mêmes directeurs, qu'elle passe carrément par le baptême avant de lui signer un contrat. Rachel n'entre pas à la comédie française quelque temps plus tard comme le fait n'importe quelle actrice. Son entrée est forcément un événement colossal. Dans une maison à ce moment-là très poussiéreuse, où l'on ne joue plus guère que de vieilles tragédies émoussées, devant des salles à moitié vides. Les drames romantiques qui font le succès des années 1830 ont gagné les boulevards, où ils voisinent avec les pièces les plus populaires. À la comédie française, on s'ennuie. Mais avec Rachel à l'affiche, tout va changer. Pour son arrivée dans la maison de Molière, on lui confie le rôle de Camille dans Horace de Corneille. Eh bien, les recettes passent soudain de 700 francs par soir à plus de 5000 francs. Rachel a 17 ans. Elle mesure 1m45, elle n'a pas de poitrine, elle exhibe un visage creusé qu'elle inonde de larmes et de longs bras trop maigres, mais la foule accourt. Elle pleure avec Rachel, elle redécouvre les classiques avec Rachel. Rachel, en fait, c'est la mort définitive de l'esthétique du XVIIIe siècle, avec ses actrices puissantes, avec la déclamation tout en poitrine. C'est la fin, en fait, du règne de Mademoiselle Georges ou de Mademoiselle Raucourt. C'est la fin définitive de l'esthétique de l'Empire et de son style tout en puissance. À côté des épanchements romantiques, Rachel impose les versions bouleversantes des tragédies de Racine, de Corneille ou de Voltaire.
Alors Christophe, jusqu'où est allée sa célébrité durant ces années à la Comédie Française? Eh bien, très très loin et très haut, jusqu'à des sommets. Rachel est une star, avec ses groupies, comme on dirait aujourd'hui. Certains la boudent, comme Victor Hugo qui déclare « J'admire Rachel sans passion », ou bien comme Frédéric Lemaître, le grand comédien des boulevards, qui ironise « Rachel, c'est la perfection ». Et rien de plus. Sinon, le public l'adore, le public l'adule. Et elle sait manipuler le public, car Rachel, c'est aussi la naissance d'un système commercial éprouvé. Elle ne crée pas de drame nouveau. Elle ne se lance pas dans la seconde vague du romantisme ou les débuts du vaudeville. Rachel s'investit dans des tragédies célèbres, comme s'il s'agissait d'escalader des sommets déjà fameux. À 21 ans, elle triomphe ainsi dans Phèdre, marquée par toutes les grandes interprètes du théâtre français au fil des siècles. À l'approche de tels grands rendez-vous, l'appétit monte dans Paris, la rumeur s'enfle, l'impatience grandit, Rachel va jouer ceci, Rachel va jouer cela, et les réservations s'accumulent. Devant des salles chauffées à blanc, Rachel déroule ses grands bras comme des alexandrins hypnotiques, elle subjugue le public, elle lance ensuite les spectateurs dans la ville comme autant d'ambassadeurs de camelots pour son mythe. Le bouche à oreille, c'est sa publicité. Puis soudain, Rachel arrête brutalement de jouer, sans prévenir. Elle fait changer l'affiche et elle laisse donc sur le pavé des milliers de Parisiens sevrés, privés, frustrés, qui se battront pour assister à sa prochaine création. C'est comme ça que ça marche, le système Rachel. Alors, la vie privée de Rachel n'a-t-elle pas aussi beaucoup fait pour son mythe? Bien sûr, on va voir la sulfureuse Rachel sur les planches de la Comédie Française. Rachel a l'administrateur de la Comédie Française dans sa poche, car elle a le ministre de la Culture dans son lit. Et il n'y est pas seul. Des ambassadeurs, des maréchaux, le comte Walewski, fils naturel de Napoléon et d'une princesse polonaise, le comte Walewski dont elle aura un enfant. Elle met aussi dans son lit un certain Alfred de Musset. Allez, je vous raconte 2 anecdotes édifiantes. Un soir, le prince de Joinville vient applaudir Rachel. Après le premier acte, il lui fait passer un billet. Où? Quand? Combien? Est-il écrit sur le billet. Avant l'entrée de l'acte 2, Rachel lui répond « Chez moi, ce soir, pour rien ». Quand elle joue à Saint-Pétersbourg, elle se lie avec un diplomate, Gustave de Rézet, à qui elle écrit un soir « Je ne puis comprendre votre billet et je suis au supplice ». Vous le voyez, Rachel, c'était une vraie amoureuse romantique. Sa vie sentimentale la couvre de bijoux et de fourrures. Alors on peut appeler ça, comme à l'époque ses détracteurs, de la prostitution. On peut appeler ça de la liberté sexuelle. On peut appeler ça de la revanche sociale. C'est un mélange de tout cela. Telle est Rachel. Le soir, après avoir triomphé, elle entraîne chez elle quelques amis, elle cuisine pour eux, elle installe des couverts dépareillés, on lit, on fume, on chante, on boit. Et à l'aube, elle se retire en sa chambre, parfois, avec l'un des convives. Malgré le succès, elle se fâche avec la Comédie Française. Pourquoi et pourquoi faire? Rachel, c'est aussi l'art consommé de la rupture. Quand elle le veut, elle claque la porte du Français pour mieux renégocier son réengagement dans la Société du Théâtre Français et obtenir des appointements aussi mirifiques que la jalousie de ses camarades est immense. Rachel décide de l'affiche, de la distribution, du calendrier, des tarifs. Mais évidemment, son appétit finit par lasser l'administration et ses caprices finissent par agacer ses camarades. Rachel quitte la troupe sur un xème coup de tête, certaine qu'on va la rappeler en se mettant à genoux. Mais cette fois, on ne la rappelle pas. Alors Rachel s'en va à l'assaut de l'Europe. Rachel va briller à Varsovie. Elle triomphe à Munich. Rachel empoche 400 000 francs en 1 semaine à Moscou, quand il lui faut 5 ans en France pour gagner une telle fortune. Puis Rachel revient. Elle revient à Paris. Elle s'impose à nouveau. Elle tient la capitale à ses pieds en foulant d'autres scènes que celles du théâtre français. Mais l'ancien monde ne lui suffit pas. Il lui faut en conquérir un autre, ce monde que l'on appelle nouveau. Son frère, en effet, l'incite à partir en tournée en Amérique. Il est sûr qu'elle va y amasser une fortune colossale. Mais l'Amérique n'attend pas Rachel. L'Amérique ne connaît pas Rachel. Là-bas, personne ou presque ne parle français.
Ce n'est pas comme en Russie. Les salles restent froides sous la pluie d'Alexandrin. Les tragédies n'émeuvent pas. Le public des rudes pionniers du Far West ne réclame qu'une chose à cette artiste fluette, la Marseillaise, parce que c'est la seule chanson française qu'ils connaissent. Alors, quand elle chante la Marseillaise, les travées s'enflamment et acclament la petite Française. Rachel était la star d'une Europe qui aime s'épancher et soupirer. Elle ne peut pas devenir la vedette d'une Amérique insensible et carnivore. Et puis soudain, entre deux trains, le coup de froid, un rhume qui devient une pneumonie qui devient une tuberculose. La convalescence de Rachel est une convalescence heurtée, à Cuba d'abord, puis en Égypte. Elle cherche le soleil, du soleil inutile. Alors elle revient en France, sur la Côte d'Azur, pour une longue agonie. Comme une racine flétrie, comme une flamèche clignotante, Rachel disparaît. Le 3 janvier 1858. Rachel meurt, elle n'a pas 38 ans. Elle qui pensait que la comédie française mourrait sans elle, eh bien elle va mourir sans la comédie française. Alors que Rachel s'éteint, une adolescente entre au conservatoire, indomptable comme Rachel, juive comme Rachel, géniale comme Rachel, aussi blonde que Rachel est brune et aussi puissante physiquement que Rachel est fragile. Cette héritière va réussir où Rachel a échoué, par exemple la conquête des États-Unis, après avoir triomphé là où Rachel a réussi, c'est-à-dire la gloire, les amants, la fortune à Paris. Eh bien, cette jeune première qui prend la suite de Rachel, qui est son héritière, elle s'appelle tout simplement Sarah Bernard. Bravo Christophe, quelle émotion. Alors c'est assez amusant, je voudrais juste rebondir pour terminer sur ce portrait physique que vous en faites qui, ma foi, pas vraiment brillant ni glamour. On n'a pas l'impression qu'elle est si belle que ça et pourtant elle enchaîne les conquêtes. Alors à quoi c'est dû? Elle avait un charme ardent, ses yeux, sa voix, son énergie fascinaient complètement les individus. Vous savez, on peut rapprocher le charme de Rachel du charme d'Édith Piaf. Quelqu'un venu de nulle part, sorti du ruisseau, qui fait une carrière exceptionnelle, qui n'oublie pas les temps difficiles qui ont été les siens, qui fait tomber les hommes dans son lit en n'ayant pas un physique de top modèle, comme on dirait aujourd'hui, mais malgré tout un charme irrésistible. Finalement, Rachel et Édith Piaf, ce sont des destins assez parallèles. Merci Christophe Barbier, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec Sarah Bernard, pourquoi pas? Eh bien pourquoi pas, alors elle est décédée en 1923, c'est pas tout à fait le centenaire de la disparition de sa naissance, mais elle méritera une chronique. Non, on pourrait aussi parler de Georges Feydeau, parce que lui, Georges Feydeau, est disparu en 1921. On va célébrer le centenaire de sa disparition, et Feydeau est toujours vivant. Quel beau programme, merci Christophe Barbier, au revoir.